Thierry Kuhn, président d'Emmaüs France. Son association et le Secours catholique refusent de prendre part au démantèlement de la jungle de Calais. Un démantèlement qui commencera lundi à 8 h. Cette opération doit aboutir au déplacement de 6 000 à 7 000 personnes dans des CAO, des centres d'accueil et d'orientation répartis dans toute la France. 11 associations, dont Emmaüs France, avaient tenté d'empêcher l'évacuation de la jungle en saisissant le tribunal administratif de Lille. En vain, la justice a donné son feu vert au démantèlement mardi dernier. Pour les associations, cette décision est précipitée. Elles s'inquiètent notamment du sort réservé aux mineurs isolés. Le démantèlement, on ne s'y opposait pas. C'est la façon de faire c'est là qu'on s'y opposait, c'est-à-dire mettre les gens dans des bus et les envoyer dans des centres d'accueil pour ceux qui n'ont rien à y faire. Ça ne sert à rien, c'est du temps perdu, c'est des gens qui vont revenir. Le dialogue s'est tendu entre les pouvoirs publics et les associations, peu convaincus de l'aspect humanitaire du démantèlement. Elles craignent qu'aucune leçon n'ait été tirée de l'échec de la fermeture du camp de Sangatte en 2002. Elles s'inquiètent également de ce qui se passera sur le terrain après le démantèlement, car Calais reste le passage obligé pour ceux qui veulent rejoindre la Grande-Bretagne. Bonsoir Thierry Kuhn. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce soir sur LCI. Vous êtes donc président d'Emmaüs France et on a appris il y a quasiment une petite heure que l'évacuation totale de la jungle était donc programmée officiellement à partir de lundi 8 h du matin. Quelle est votre réaction ? Alors c'est confirmé, effectivement, c'est ce qu'on craignait, c'est que ce serait un démantèlement rapide. A priori, le gouvernement souhaite régler cette question en une semaine. Donc c'est bien ce qu'on craignait. Et puis on n'a pas été écouté sur notre volonté de repousser le démantèlement, le temps qu'un diagnostic sérieux soit fait sur la situation de chacun des migrants. Pourquoi vouliez-vous, voilà, quelle est cette notion de diagnostic et pourquoi vouliez-vous, on va dire, repousser la limite ? Parce qu'on se dit qu'il va bien, il va bien falloir le faire à un moment ou à un autre. Et d'ailleurs, ça pose une autre question, c'est est-ce que vous étiez hostile sur le fond au démantèlement de la jungle ? Non, on a toujours été clair, y compris avec nos amis des autres associations, en particulier le Secours catholique et puis d'autres. Aujourd'hui, il faut trouver une solution sur cette situation. On ne peut pas accepter en 2016, alors que nous sommes la 5e puissance économique au monde, que des 10 000 personnes vivent dans des conditions aussi indignes sur la jungle de Calais. C'est aussi, faut aussi penser aux habitants de Calais, et je crois que d'une certaine manière, les habitants de Calais et les migrants qui vivent sur la jungle ont un peu les mêmes intérêts. On ne peut pas continuer dans cette situation-là. Donc il faut trouver une solution. La solution, elle ne peut en aucun cas être dans un démantèlement rapide et brutal. Ce qu'on a demandé, c'est qu'il y ait effectivement un diagnostic individuel de la situation de chaque migrant et qu'on respecte, qu'on entende le souhait et le parcours de vie, le projet de chaque personne pour pouvoir l'accompagner dans son projet. Mais pardonnez-moi, l'accompagner dans son projet, à l'arrivée, ça veut dire quoi ? Parce que c'est une somme de trajectoires individuelles. Oui. Vous dites oui, il y a 6 000 ou 7 000 personnes dont on doit suivre la trajectoire individuelle de chacun d'entre eux dans les semaines et dans les années à venir ? C'est l'exigence de la loi, c'est l'exigence de la circulaire de 2012 qui dit qu'en cas de démantèlement, on prend en compte la situation de chaque personne. On va se retrouver dans la situation, et puis ça a été signalé, notre crainte, c'est qu'on se retrouve dans la même situation que Sangatte, où on va voir revenir les migrants, évidemment pas dans la même proportion qu'à l'époque, puisqu'aujourd'hui c'est 10 000, alors il en reste 6 000, il y a déjà plusieurs milliers de migrants qui sont partis. On sait très bien que tous ceux qui ne souhaitent pas demander l'asile en France vont revenir à un moment donné, puisque déjà plusieurs milliers sont déjà partis ailleurs pour revenir. Comment vous imaginez que ça va se passer à partir de lundi matin ? Je suis sûr que vous avez fait des projections et que vous y êtes préparé. Oui, et puis Bernard Cazeneuve a annoncé, le préfet du Nord-Pas-de-Calais a annoncé... Vous pensez que ça va être calme ? Vous craignez des violences ? Comment vous percevez les choses ? Alors la manière dont c'est mené, c'est aussi une de nos craintes. C'est dans la mesure où on est dans un démantèlement rapide, c'est que forcément il va y avoir des affrontements, il va y avoir des violences. Si on avait effectivement fait ce travail en amont de diagnostic, d'accompagnement de chaque personne, sans même parler, ne serait-ce que le terme, et le défenseur des droits l'a soulevé, ne serait-ce que la notion de démantèlement. Il faut trouver une solution et puis il faut que sur Calais, on n'ait plus cette jungle avant l'hiver. Donc il y a effectivement urgence. Mais il y a une autre manière de le faire qui est d'accompagner chaque personne.
Alors, votre recours contre le démantèlement a été rejeté. Oui. On a appris dans la foulée que le ministre annonçait le démantèlement effectif à partir de lundi matin. Vous avez encore moyen de faire un recours et est-ce que vous voulez le faire? Alors, on aurait moyen de faire un recours au Conseil d'État, de faire un appel et ensuite d'aller à la Cour européenne des droits de l'homme. On va certainement ne pas y aller puisque c'est pas un recours suspensif. Donc, le gouvernement est bien déterminé à démarrer lundi matin à 8h. C'est pas notre recours qui va l'empêcher. Vous prenez acte et vous ne faites donc pas de recours. Et on ne fait pas de recours. Vous serez sur place, bien entendu. Je serai sur place, oui. Okay. Et puis, il y a des équipes d'Emmaüs qui seront présents. Alors, vous avez, finalement, le fil de notre conversation depuis quelques instants, c'est de dire que vous voulez un démantèlement individualisé et humanitaire. Mais ça veut dire quoi? Et si le démantèlement lundi n'est pas humanitaire, qu'est-ce qu'il va être? Et j'allais vous dire, excusez-moi, c'est un peu, mais comme toujours, ça peut pas bien se passer. C'est une séparation, elle sera violente. On va arracher des gens à un territoire abominable, mais qui était devenu le leur. Et on a par ailleurs des Calaisiens, j'y reviendrai ensuite, qui vivent une situation infernale. Voilà. Donc démantèlement humanitaire. Le problème, c'est que c'est déjà un petit peu tard. On aurait pu et on aurait dû anticiper cette question. Encore une fois, par un diagnostic individuel. On sait qu'aujourd'hui, Bernard Cazeneuve dit que 80% des personnes qui sont sur la jungle, 80% relèvent de la demande d'asile en France. Ce qui n'est absolument pas le cas. On estime à 50% des personnes qui, sur Calais qui souhaitent passer en Angleterre. Et on le sait. Ils souhaitent passer en Angleterre parce qu'ils ont de la famille, parce qu'ils ont de l'espoir de trouver un emploi. Et puis, ces personnes-là... Pour la moitié d'entre eux. Pour la moitié d'entre eux. D'accord. Ces personnes-là ne vont pas demander l'asile en France, vont essayer, alors quand elles arriveront en CAO, et c'est déjà arrivé, on le sait, vont repartir Sont les femmes... vivre dans des conditions encore pires qu'aujourd'hui à Calais. Attendez, vous nous dites que dans les fameux centres d'accueil et d'orientation, c'est leur titre, les CAO, ils sont dans des conditions pires qu'à Calais? Non. Ah, pardonnez-moi, j'ai pas compris. Non, pas du tout. Non, je vais pas dire ça. Les personnes qui ne voudront pas demander l'asile en France, qui vont arriver dans les CAO, vont repartir et vont repartir en particulier sur Calais et sur tout le littoral pour pouvoir passer en Angleterre. Aux Calaisiens, vous dites quoi? C'est pas de chance, c'est sur vous que c'est tombé? Alors, c'est pas que ce soit pas de chance. Il se trouve qu'ils sont proches de l'Angleterre et les migrants qui souhaitent passer en Angleterre arrivent à Calais et essayent de faire en sorte qu'ils puissent passer. L'aberration. Oui, tout à fait. Le sens de ma question. Vous savez qu'on est dans une société qui durcit. Le populisme est puissant aujourd'hui dans toute l'Europe, et on parlera de l'Europe si vous le voulez bien ensuite. Et en fait, on a l'impression, et en tout cas on entend quelqu'un qu'on leur dit, il y a plus pauvres que vous. Bon bah voilà, ils sont là, c'est comme ça. Et ça crée, vous le savez, parfois de la révolte. Il y a quand même une grande patience des Calaisiens, et parfois aussi de la haine. Il faut absolument dire les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce que vous dites aux Calaisiens? Je vais vous dire deux choses par rapport à ça. Une chose, et c'est ce qu'on a toujours dit, et on a toujours dit avant de trouver des solutions pour les migrants de Calais, il y a une question politique. Les accords du Touquet qui font en sorte que c'est nous la France, qui sommes finalement les gardes-frontières de l'Angleterre. On a toujours dit il faut remettre en cause les accords du Touquet et arrêter avec cette situation où on se retrouve à gérer la frontière de l'Angleterre. C'est le message que Bernard Cazeneuve veut faire passer aux migrants. Et s'il dit aujourd'hui que 80% des personnes relèvent de la demande d'asile, c'est parce que le message qu'il souhaite pas faire passer aux migrants, c'est de toute façon vous ne passerez pas. D'où l'érection des murs sur Calais, qu'on a toujours contesté. Voilà. Aujourd'hui, je crois que, et c'est ça qui sera une réponse aussi pour les habitants de Calais, qui n'est absolument pas compris par tous les Français, qu'ils soient de droite ou de gauche, qu'ils soient à Calais, qu'ils soient ailleurs. C'est absolument incompréhensible aujourd'hui qu'on soit les gardes-frontières des Anglais. Donc il faut une voie légale vers l'Angleterre. Vous dont c'est la tradition et le travail finalement d'être aux côtés des pauvres et d'essayer d'adoucir tant que faire se peut, depuis l'initiative de l'abbé Pierre, la vie des plus défavorisés. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, aujourd'hui, il y a quasiment ce qu'on pourrait appeler une sorte de concurrence des pauvres? Oui. Pour ne pas dire une guerre des pauvres qui serait un terme encore plus violent. Si je peux me permettre, Monsieur Calvi, je voudrais revenir sur je répondrai évidemment à votre question. Il y a une deuxième chose que je voudrais dire aux Calaisiens et puis plus généralement, je crois que évidemment, je comprends la souffrance des Calaisiens. Personne n'a envie d'avoir une cité dans cette situation. Vous le savez, vous le comprenez. Évidemment. Je crois que et on le voit ailleurs en France, là où des centres d'accueil de migrants sont organisés correctement, où les migrants sont accompagnés, où il y a un vrai diagnostic, il y a un vrai accompagnement, ça se passe très bien avec les habitants. Bien au contraire. Et je crois qu'il faudrait aussi montrer, et je crois que là aussi, vous, les médias, de façon générale, vous avez aussi une responsabilité là-dessus. Il faut aussi montrer les Calaisiens
qui sont engagés aujourd'hui. Vous avez montré l'auberge des migrants. Il y a énormément de Calaisiens qui sont engagés dans les associations pour aider les migrants. Parce qu'ils ont compris aussi que leur intérêt, c'est aussi que les migrants vivent le mieux possible pour éviter cette situation difficile. Et on retrouve ça un peu partout en France. Je précise qu'en tout cas, dans 24 heures en question, on montrait l'exemple très récemment du Chambon-sur-Lignon, où en effet ça s'est fait en douceur et intelligemment, en dépit du fait que la maire de la ville soit par ailleurs la maman de Laurent Wauquiez, qui lui n'en veut pas dans sa région. Thierry Culte, on va écouter, et après je reviens sur cette notion de guerre des pauvres, ce que nous disait le président de la région PACA, Christian Estrosi, à votre place il y a quelques jours. Bon, lorsque l'on voit cette décision inacceptable du gouvernement qui a laissé entre 2012 le nombre de migrants qui étaient à Calais, 900, 10 000 aujourd'hui, ne pas savoir que faire et décider de les répartir sur l'ensemble des régions de France, sauf l'Île-de-France, c'est une décision inacceptable. Vous auriez fait quoi, Christian Estrosi? Mais d'abord, il n'y en aurait pas 10 000. Nous étions 900. Non, mais je vous le rappelle, Yves Calvi, nous étions 900. Et nous avions quasiment réglé le problème de Sangatte. Alors, est-ce qu'ils avaient quasiment réglé le problème de Sangatte et est-ce qu'on pouvait faire quelque chose contre l'arrivée des 10 000 en étant parti de 1000? Alors, bien sûr que non. À l'époque, on n'avait pas la même situation en Syrie, on n'avait pas la même situation en Érythrée, au Soudan, etc. On sait bien qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de migrants qui viennent demander refuge en Europe, ailleurs dans le monde. Il ne faut pas oublier que les pays qui accueillent le plus de migrants aujourd'hui, c'est dans le Moyen-Orient, c'est la Turquie, c'est le Liban, etc. En Europe, et dans une petite proportion, faut aussi le dire, dans une petite proportion, la France. On évalue cette année, l'année dernière c'était 80 000 demandeurs d'asile, cette année on doit en être à 100 000. Ce qui est important, ce qui n'est pas exceptionnel dans l'histoire de notre pays. On est capable de les accueillir. Et on a montré dans notre histoire qu'on était capable de les accueillir. Et les associations, puisque vous avez fait référence à Emmaüs, mais également à toutes les autres associations, c'est des milliers, des dizaines de milliers de personnes, de citoyens qui s'engagent, qui prennent des initiatives, qui sont finalement, d'une certaine manière, fidèles à la tradition de notre pays, qui est la solidarité, l'accueil, l'accompagnement. Il y a un rejet profond, vous vous en rendez bien compte aujourd'hui, Thierry Culte. Et je vous disais, à Calais comme ailleurs aujourd'hui, et c'est ce qui a beaucoup renforcé notamment les rangs du Front National, il y a cette idée qu'on en fait plus pour les étrangers qu'on en fait pour les Français pauvres. Et c'est pour ça que j'employais cette expression rude tout à l'heure, de guerre des pauvres. Ouais. Que répondez-vous à cela, vous qui vous occupez de tout le monde, et je dis bien à longueur d'année? Et de manière inconditionnelle. Ah oui, j'entends bien, mais voilà. Notre principe, c'est l'accueil inconditionnel, l'accueil inconditionnel de toute personne en situation de pauvreté. Donc toute l'année, on accueille des SDF, des personnes, des demandeurs d'emploi, etc. Je crois qu'il y a un jeu dangereux et extrêmement dangereux pour notre pays qui est en train de se jouer et qui va certainement s'amplifier avec la campagne électorale. C'est effectivement cette espèce d'opposition des pauvres entre eux. Alors c'est pas seulement les migrants et puis ce que certains appellent les SDF français. Tiens donc, certains se découvrent d'un coup qu'il y a un problème de logement en France. Oui. Et c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est ce que la Fondation Abbé Pierre dit également, il y a 141 000 personnes à la rue. Mais également qui tentent d'opposer les travailleurs pauvres, des bénéficiaires du RSA, des demandeurs d'emploi à longue durée. Là, je viens d'une région où le président du département du Haut-Rhin a proposé d'imposer aux bénéficiaires du RSA du bénévolat. C'est une stigmatisation incroyable des personnes en situation de pauvreté. Aujourd'hui, je crois que notre pays... Et encore une fois, les associations, les bénévoles de ces associations, qui sont des citoyens français au même titre que ceux qui voudraient se replier, que notre pays se replie sur soi. Dans votre expérience, vous trouvez, pardonnez-moi, parce que vous venez de me dire quelque chose d'important et qui fait débat, demander à des gens bénéficiaires du RSA, on va dire, un coup de main au sens large du terme, ça vous choque? Alors, en quoi est-ce une stigmatisation? Parce que, évidemment, le président du Conseil général, lui, explique que c'est une double peine. Attendez, lui, il le présente comme étant au contraire une façon de restaurer un rapport au travail qui donne une dignité. Vous contestez cette analyse? Non, alors c'est notre travail au quotidien. Dans les communautés Emmaüs, dans les structures d'insertion Emmaüs, on propose un emploi à des personnes... J'allais vous dire, c'est votre métier. Parce que, voilà, tout à fait. Donc ils proposent quelque chose qui ressemble à votre métier, vous dites c'est pas bon. Non, parce que la différence, c'est que on leur propose une dynamique d'insertion sociale et professionnelle, effectivement de reprendre une dynamique, de travailler avec d'autres, de respecter des horaires, d'être effectivement acteurs de leur vie, acteurs de la société, acteurs de solidarité, acteurs de leur vie, et ça marche.
Et on sait que ça marche. Par contre, les propositions qui sont d'imposer à des personnes qui sont en situation d'exclusion, qui ont déjà, il y a quand même quelque chose de nouveau dans notre pays, c'est effectivement cette espèce de honte, de culpabilité d'être en situation de pauvreté. Non seulement la société n'est pas en capacité de leur dire, il y a une place pour toi, leur dit avec une violence incroyable, il n'y a pas de place pour toi, mais en plus elle souhaiterait lui imposer du bénévolat, c'est quand même d'une certaine manière pervertir aussi la notion de bénévolat. Le bénévolat, c'est une action volontaire, vouloir du bien. Je crois que imposer et Vous voulez sanctionner... dire qu'on culpabilise des gens fragiles? Oui, tout à fait. Oui, et il y a aussi des tas de Français en situation de difficulté, mais peut-être moindre, qui ont l'impression qu'on les culpabilise en permanence avec leur incapacité à avoir envie d'accueillir, une bonne partie de la misère de la terre, et que d'une façon ou d'une autre vous y participez, alors qu'en même temps il y a une grande sympathie autour d'Emmaüs. Donc voilà, on est dans des relations ambiguës et où on se dresse parfois les uns contre les autres. Oui, mais vraiment, moi je voudrais vraiment qu'on mette en avant les Français qui prennent des initiatives. Est-ce que vous avez vu les jeunes de banlieue à Sarcelles qui ont créé un défi sur Facebook et le défi c'est d'aider les migrants, mais d'aider également les SDF en situation de difficulté. C'est quelque chose qui est en train de se diffuser sur la toile. Est-ce que vous avez vu, et peut-être qu'on le voit pas suffisamment dans les médias, le centre d'accueil sur Paris qui a été créé avec la mairie de Paris, financement du gouvernement en partie, et puis Emmaüs Solidarité, 400 personnes riverains, des habitants du quartier, qui se sont déclarés vouloir donner un coup de main et être bénévoles dans ce centre. On le voit pas suffisamment. Et je crois que on joue sur la peur aujourd'hui. Et on joue sur l'opposition des pauvres entre eux. Je crois que c'est extrêmement difficile. À l'heure où je pense que dans la campagne, on va beaucoup aussi parler d'identité, de la France. Je crois que notre identité, c'est aussi sa tradition d'accueil. Et on est capable de faire. C'est la notion de solidarité, et on est capable de le faire. Je crois qu'on a tout ce qu'on veut avec nous, et on a une énergie incroyable dans ce pays pour accueillir et puis pour accompagner les personnes en difficulté. Il y a une idée à la mode qui s'appelle le revenu universel. Je voulais savoir ce qu'en pense le président d'Emmaüs. Alors, on est en débat. Je participe à un débat la semaine prochaine organisé par Alternative économique. C'est extrêmement intéressant. Alors, on n'a pas de position ferme sur cette question. C'est une question qui est en débat. Ce qui nous intéresse dans ce sujet-là, c'est les questions que ça pose et les réponses qu'on va y apporter. C'est la question du partage des richesses. Oui, notre pays, d'une certaine manière, n'a jamais été aussi riche. Par contre, derrière, le souci que ça pose, je crois que en 10 ans, on a augmenté notre richesse de 10%. Par contre, cette augmentation de la richesse... Elle concerne peu de personnes. Elle a été confisquée d'une manière... Et beaucoup de ceux qui payent des impôts et qui n'arrivent pas à échapper à l'impôt, si je puis dire, trouvent qu'ils en payent beaucoup trop. Oui. Donc, voilà. Oui. Il va falloir gérer tout ça en même temps. Hein. Et d'autres qui sont très haut placés vont arriver à faire ce qu'ils appellent de l'optimisation fiscale, qui n'est rien d'autre de la fraude fiscale d'une certaine manière. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à cette question de répartition des richesses. On va devoir réfléchir également à la non-stigmatisation justement des bénéficiaires des minima sociaux. Le revenu universel va exactement dans le sens contraire, c'est-à-dire tout le monde a droit à quelque chose et pour toute sa vie. Et ce qui permet à des personnes qui bénéficient des minima sociaux de ne pas être stigmatisées et qu'on va pas les montrer du doigt parce qu'elles sont différentes. Eh ben alors vous êtes pour, non ? Alors, je vous sens dans une pente allant vers le revenu universel. Même si vous n'avez pas tranché, dites-le moi ce soir. Non, on n'a pas tranché parce qu'il y a encore des questions de financement et puis encore des questions, comment on le met en application. Tout n'est pas réglé. Et vraiment, ce qui nous intéresse au-delà du pour et du contre, c'est vraiment qu'on mette ces sujets au débat. J'entends bien, mais l'idée qu'on naisse avec à la fois un bulletin de naissance, enfin généralement ça s'appelle un livret de famille, ou un acte de naissance, et un bulletin de salaire ou de revenu, et une part du gâteau. Et une part du gâteau. C'est intéressant. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Faut parler un peu. À condition que ça permette aux plus pauvres de sortir de la pauvreté. Alors pour le coup, les défenseurs du revenu d'existence qui fixent le revenu minimum à 400 €, je suis pas sûr que ça puisse permettre aux plus pauvres de sortir de la pauvreté. Bon, je crois que la priorité, c'est bien celle-là. Vous avez compris que si c'était le cas et s'il y avait un revenu universel, il y aurait une nouvelle bataille qui serait pour dire on peut pas accueillir les étrangers qui eux viendront manger la part du gâteau du revenu universel. Oui, sauf que aujourd'hui, quand on est demandeur d'asile, une fois qu'on a le statut de demandeur d'asile, on a un certain nombre de droits, mais tous les migrants qui sont déboutés du droit d'asile, tous les migrants qui sont migrants économiques, etc., aujourd'hui n'ont aucun droit. Ils n'auront certainement pas droit au revenu universel. J'ai bien noté que ça vous intéresse, en tout cas. Oui, tout à fait. Le revenu universel. Oui. Alors j'avais envie de vous dire l'Europe dans tout ça, mais on va partir dans des grandes conjectures. Il y a Alain Juppé qui demande aux Anglais de déplacer leurs frontières de Calais vers le Kent. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Alors, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Oui. Personne ne comprend en France qu'on accepte d'être les gardes-frontières de l'Angleterre. Alors, ça ne va pas tout résoudre. Il faut que les Anglais prennent aussi leur part de responsabilité, tout comme l'Europe doit prendre de manière plus générale sa part de responsabilité. On assiste quand même à une formidable faillite de l'idée européenne qui est quand même basée aussi sur du vivre ensemble, sur de la solidarité, sur de la liberté de circulation. Aujourd'hui, c'est une Europe économique. Je pense que l'Europe pourrait s'occuper d'autre chose que de définir des normes, des règles, etc., qui s'imposent à tous. Je crois que la question de la solidarité dans cette Europe doit être prioritaire. Quand on est alsacien, on se dit que l'Europe, ça doit avoir un sens particulier. Mais... Et je comprends bien que vous êtes particulièrement déçu. Vous parlez de faillite. Oui, tout à fait. Face à la crise migratoire. Oui, oui. Et pour un Alsacien, comme vous le soulevez, oui. Une dernière chose, vous serez donc lundi matin à partir de 8h Oui. au moment du démantèlement sur place. Vous vous préparez à quoi vous personnellement, j'allais même vous dire psychologiquement. Alors, j'ai été à plusieurs reprises, évidemment, à Calais. Et puis, vous allez aider, vous allez intervenir, vous êtes spectateur. Quel est votre rôle lundi matin? Alors, oui, avec les amis des autres associations, et en particulier avec les groupes Emmaüs qui seront présents, et qui sont présents tous les jours depuis bien longtemps, qui sont présents partout sur le territoire français pour aider, pour accueillir les migrants et pour aider toute personne en difficulté. Lundi matin, notre idée, on ne participera pas au démantèlement. Par contre, on sera là en tant qu'observateur, mais évidemment pas observateur inactif. L'objectif, c'est de pouvoir témoigner de ce qui se passe. Vous n'empêchez pas la police d'intervenir? Non, on va pas faire barrage avec nos petits corps. Non, mais je vois que vous le prenez avec humour, ça me fait plaisir. Mais voilà, on pourrait se poser. Il y a aussi des activistes sur place qui entendent défendre ce qu'ils pensent être nécessaire pour les migrants, notamment par voie de violence. Mais même ça, il faut le relativiser également. On a beaucoup mis en avant les no-borders, etc. Oui. Ils sont très très peu nombreux, très très peu nombreux. On m'a dit qu'ils étaient 3. Alors peut-être que lundi matin, ça va attirer d'autres personnes qui voudront fortement faire connaître leur opposition au démantèlement. Vous craignez pas qu'il y ait déjà beaucoup de migrants qui aient quitté le camp pour aller en faire d'autres ailleurs? Bien sûr, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a déjà plusieurs milliers de personnes qui sont parties, qui vont certainement s'installer sur le littoral et ailleurs en France, qui sont venus à Paris également, qui vont vivre dans des situations encore plus compliquées. Les Belges ont mis en place des policiers parce qu'ils sont convaincus qu'il va y avoir des montées vers la Belgique. C'est pas une faillite de l'Europe, ça? Merci beaucoup Thierry. Merci à vous. En tout cas, d'être venu vous exprimer ce soir sur toutes ces questions. Je rappelle donc que vous n'envisagez pas finalement de faire un recours après l'avis du tribunal administratif et que vous serez bien présent lundi matin à partir de 8h puisque c'est officiel le démantèlement du pont. Si je peux me permettre, on sera présent partout en France pour veiller à ce que les migrants qui vont être répartis sur toute la France soient accompagnés correctement. Et que ça se passe dans de bonnes conditions. Merci beaucoup Thierry Kuhn. Merci à vous de nous avoir suivis. Rediffusion comme chaque soir de cette émission à partir de 22h sur LCI. Passez donc une excellente soirée. L'information continue et vous retrouverez dans quelques instants le journal. À lundi.